Alors, je pense qu'on va commencer. Il est l'heure, on est quand même pas mal déjà. Donc, merci à tous ceux qui ont fait l'effort de venir à l'heure. C'est toujours très appréciable. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis de recommencer nos rendez-vous WIM avec vous. Vous aviez été très très fidèles pendant le confinement, donc on s'est dit que vraiment il fallait qu'on continue ce format. Si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement, on est toujours preneurs, ou même des speakers qui vous inspirent, n'hésitez pas à les partager en répondant à la newsletter, on reçoit tous les messages ou même dans l'onglet conversation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas WIM, il y en a peut-être quelques-uns. Donc WIM, nous, en fait, on est une plateforme de mise en relation entre une communauté donc, de plus de 1000 indépendants dont on s'occupe beaucoup. On essaye donc de se rencontrer quand on peut, de faire des formations et en tout cas, on est toujours à votre écoute. Et puis des clients, on a plus d'une centaine de clients donc, qui sont à la fois des grands groupes du CAC 40. On travaille aussi avec des startups, des PME. Et voilà, nous, on travaille sur tous les sujets. Et c'est vrai que pour les webinaires, on s'est rendu compte que voilà, il y a un sujet qui, par la force des choses, est vraiment en émergence, voilà, qui est autour de l'environnement. Donc, on a fait déjà 2 webinaires que vous pourrez voir en replay autour de ces sujets-là. Et on voulait continuer sur le sujet de la comptabilité carbone. Donc avec François, que je vais vous présenter dans une seconde, il va vous présenter les principes de la comptabilité carbone, en allant un petit peu plus loin sur 2 méthodes qu'il vous présentera. Donc qui est François? François, donc c'est donc François Laugier. C'est un consultant, formateur qui met expertise et pédagogie au service des entreprises et des citoyens pour les accompagner dans leur démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour cela, il utilise des outils comme la méthode bilan carbone qu'on va vous présenter, l'atelier 2 tonnes et l'atelier La fresque du climat, que je vous encourage à découvrir aussi. Et donc, il peut s'investir dans des projets de conception d'outils, de modélisation ou de mesure, ainsi que d'outils de formation et de sensibilisation. Donc, il est diplômé de l'École centrale de Lyon. Et donc, il est aussi très investi, comme vous l'avez vu, dans le milieu associatif et de l'éducation à l'environnement pour compléter sa formation d'ingénieur avec une expérience dans la formation et l'accompagnement. Voilà, François, je te laisse la parole. C'est un format un peu plus long que d'habitude. Je veux juste vous prévenir, ce sera 1 h 30. On aura des moments d'échange avec François parce que l'idée, c'est vraiment de vous faire un peu rentrer dans les méthodos. Donc, si vous avez 1 h 30, c'est top. Et puis voilà, François, je te laisse parler. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Donc là, on est parti pour 1 h 30 ensemble. On va parler de comptabilité carbone. On va essayer de faire un peu le tour du sujet et rester assez général. On va essayer de répondre à la question pourquoi, comment faire une évaluation. Et voici comment ça va se passer. Voilà. Donc 4 parties. Tout d'abord, on va survoler les problèmes qui motivent le fait de faire de la comptabilité carbone. Ensuite, on va voir quelles sont les réactions politiques qui forment le contexte d'action. Puis on rentrera dans les principes de la comptabilité carbone et on verra ce que ça donne quand on essaie de les appliquer à une entreprise. C'est parti pour les problèmes. Du coup, juste si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je marquerai des temps de pause durant lesquels Isabelle pourra faire remonter les questions. Alors, les problèmes. Donc là, on va parler de 2 problèmes assez rapidement. Et le premier problème, c'est la contrainte énergétique. Aujourd'hui, on consomme beaucoup d'énergie dans le monde. On consomme beaucoup d'énergie et ça nous permet d'avoir l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je donne un exemple très simple pour illustrer. Aujourd'hui, notre économie est mondialisée, d'import, d'export, d'échanges internationaux. Tout ça, c'est permis par une chose, par le pétrole. De cette manière-là, on est fortement dépendant de toutes les énergies qu'on consomme. Et statistiquement, il y a une élasticité, une corrélation, un lien de cause à effet de 60% entre la consommation d'énergie et le PIB. Donc, on est dépendant de l'énergie. Le deuxième élément qu'il y a derrière ce problème, c'est que dans l'énergie qu'on consomme, une grande partie est de l'énergie fossile. À l'échelle monde, environ 80% de l'énergie qu'on consomme est fossile. Et le problème avec le fossile, le premier problème, c'est que ces matières fossiles sont présentes en quantité limitée sur Terre. Pourquoi? Parce qu'elles mettent des millions d'années à se créer, à se générer, et que nous, on les consomme à une vitesse très importante. Donc, on épuise les stocks.
Si on regarde ce qui se passe, notamment sur les gisements de pétrole dans le monde aujourd'hui, une partie des gisements ont déjà été épuisés, on ne peut plus les exploiter. Une autre partie est en train d'être exploitée et sera épuisée dans 5, 10, 15, 20 ans. Et une petite partie seulement n'a pas encore été exploitée. Le deuxième élément qu'on peut regarder, c'est le type de gisement qu'on exploite. Si avant, on exploitait des gisements qui étaient très simples à exploiter avec très peu de techniques et très peu d'investissement, aujourd'hui, les techniques sont de plus en plus complexes pour aller chercher des gisements qui sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Et les investissements sont évidemment de plus en plus conséquents. Donc, on sent qu'on commence à avoir un problème d'approvisionnement. Et les projections sont de plus en plus fiables parce qu'on a des jeux de données qui sont de plus en plus complets et de plus en plus précis et nous permettent de dire qu'à horizon 10 ans, on risque de passer un pic sur l'approvisionnement en pétrole. Qu'est-ce qu'un pic? Un pic, c'est un maximum de production. Donc, si avant, on avait des facilités à extraire du pétrole avec des gisements et qu'on avait exploité plus de gisements, donc il y avait beaucoup de gisements, c'était assez facile de faire croître la production. Il est de plus en plus difficile de faire croître la production, donc la croissance de la production va de moins en moins vite. Elle va aller de moins en moins vite jusqu'à ne plus croître, puis ensuite décliner. Et donc le pic, c'est ce point maximum. Ce pic-là, ça va être un phénomène mondial, mais selon les différentes zones du monde, selon qu'on produit, selon qu'on consomme du pétrole, on va être plus ou moins impacté. Et là, je vous donne un exemple de l'Europe, avec des travaux qui sont tirés des dernières études de Chief Project. Donc ça date il y a 2 mois. Hein. Vous avez ici la répartition de la consommation, de l'approvisionnement pétrolier par pays pour l'Europe. Donc ce qu'on voit, c'est les différents pays qui nous fournissent du pétrole. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a différentes couleurs. Et là, on va simplement s'intéresser à la couleur rouge qui correspond aux pays qui vont avoir un déclin sur leur production d'ici à 2030. Et ce qu'on constate donc, c'est que plus de la moitié des pays qui nous fournissent du pétrole vont être en déclin de production avant 2030. Donc il y en a d'autres, des pays qui vont être toujours en croissance plus ou moins forte, des pays qui vont stagner, donc ça ce sont les autres couleurs. Et si on fait le total de tout ça et qu'on se projette avant 2030, on va avoir un déclin, le début d'un déclin. On se rappelle ce que je disais au tout début, que la consommation d'énergie, et notamment de pétrole avec l'exemple que j'ai donné, est une base de notre économie, que l'économie est dépendante de ça. On risque d'avoir des problèmes. Ça, c'est le premier problème. Est-ce que déjà, il y a des questions, Isabelle? Alors oui, il y a des questions logistiques sur est-ce que tu enverras tes slides à la fin de la présentation. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas de questions de fond. Je ne comptais pas envoyer mes slides, mais s'il y a des éléments en particulier qui vous intéressent, je pourrais vous les partager. Donc, je vais continuer. Passons au deuxième problème, un problème qui est peut-être un peu plus connu, le problème du changement climatique. Et là, je l'illustre avec une photo qui a été prise pas trop loin de chez nous. Ça, c'est une photo du Rhin en 2018, en été 2018. Alors, pas complètement asséché, mais pas loin. Alors, le changement climatique, je vais le présenter de 2 approches et de façon assez rapide. Hein. La première approche pour présenter le changement climatique, c'est de présenter sa chaîne de causalité. Le changement climatique, c'est un ensemble de causes qui génèrent des conséquences, qui elles-mêmes sont des causes de nouvelles conséquences, etc. Et je vais faire ça maintenant. Je vais commencer par la cause de façon très grossière du changement climatique, qui est le fait qu'on émet des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, ils viennent intensifier un effet naturel qui est l'effet de serre, qui va faire qu'on va accumuler, enfermer, emprisonner plus d'énergie au niveau du sol. On va avoir plus d'énergie au niveau du sol, et cette énergie, elle va où là, pardon, je vais un peu vite. On va avoir plus d'énergie au niveau du sol, et ça, c'est une première conséquence directe des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième conséquence directe, qui est un peu moins connue, c'est le fait que le CO2 qu'on va émettre dans l'atmosphère va en partie être dissous dans l'océan, qui va générer un ensemble de réactions chimiques qui vont acidifier l'océan. 2 choses directes. Concentrons-nous maintenant sur nos histoires d'énergie. Cette énergie qui s'accumule en plus au niveau du sol, elle va se répartir un petit peu partout au niveau du sol. Donc, dans le sol, dans l'air en basse atmosphère, dans l'eau, dans les glaces. Et concrètement, cette énergie, dans ces milieux-là, ça va être de la chaleur. Donc il fait plus chaud. Concrètement, il fait plus chaud et les températures augmentent. Ces premiers phénomènes physiques vont en créer d'autres que vous connaissez. Le premier et le plus connu est celui qui va avoir des conséquences à moyen terme assez dramatiques, c'est la montée du niveau des océans. Et ça, c'est la conséquence de 2 choses.
Le premier, c'est que la température de l'eau augmente. Et quand l'eau chauffe, elle prend plus de place, elle se dilate. Et donc, l'océan gonfle. La deuxième conséquence, ça va être qu'on va mettre plus d'eau dans les océans. D'où vient cette eau? Elle vient des glaçons qui sont posés sur de la Terre, qui vont fondre, dont l'eau va ruisseler jusqu'aux océans. Le deuxième ensemble de phénomènes physiques qui est généré, un second niveau de conséquence, c'est la perturbation du cycle de l'eau. Alors là-dedans, il y a tout un tas de choses, mais pour faire simple, étant donné qu'il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation, et l'air va pouvoir contenir plus d'humidité, et à son tour restituer plus d'eau, donc il va pleuvoir plus. Évidemment, ces choses-là vont dépendre aussi de là où on se trouve sur Terre. Il y a des zones où il va pleuvoir beaucoup plus, des zones où il va pleuvoir peut-être moins. Et par contre, globalement, il va faire plus chaud partout, donc il va y avoir plus d'évaporation partout. Et donc, les sols vont être globalement plus secs. Je ne rentre pas plus dans le détail de ce truc-là. Et vous voyez qu'il y a une brique rouge que j'ai rajoutée, je vais revenir dessus après. Troisième ensemble de conséquences de second niveau, ce que j'appelle ici des phénomènes de convection qui vont être plus intenses et plus fréquents. Phénomène de convection, c'est quoi? C'est un mouvement de l'air de la basse atmosphère vers la haute atmosphère. Par exemple, un cyclone. Alors, un cyclone, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qui fait partie de la dynamique de l'atmosphère. Par contre, des fois, c'est très violent. Et quand c'est très violent, bah, c'est les cyclones qu'on connaît, c'est les catastrophes naturelles qu'on connaît. Et donc ça, c'est possible que ça soit de plus en plus intense, de plus en plus fréquent, dans de plus en plus d'endroits du monde. Il existe une dernière joyeuseté qui sont les submersions, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc tout ça, ce sont des conséquences de l'ordre de la physique, de la chimie, du climatique, du météorologique. Et tout ça, ça va exercer des pressions sur tout vivant qui vit sur Terre, sur tous les écosystèmes, sur la biodiversité terrestre, mais aussi marine. Et enfin, nous faisons partie de la biodiversité, ça va aussi avoir des conséquences sur nous. Alors des conséquences de diverses natures, on peut penser à des conséquences économiques, mais aussi sociales, politiques, etc. Donc là, vous avez sous les yeux, grossièrement, la chaîne de causalité du changement climatique, de sa cause jusqu'à l'ensemble de ses conséquences. C'est déjà assez complexe, et si on était moins grossier, ce serait encore plus complexe. En fonction de, cette chaîne de causalité, on l'observe déjà aujourd'hui, déjà à l'œuvre. En fonction de comment on continue à accentuer la cause, comment on stabilise la cause, comment on atténue la cause, cette chaîne de causalité va soit s'intensifier, soit se stabiliser, soit s'atténuer peut-être. Donc en fonction de comment on fait évoluer nos émissions, on va avoir des risques différents. Alors, je vous disais que cette chaîne de causalité, on l'observe déjà. Une façon d'observer le changement climatique, c'est de suivre l'évolution de la température moyenne. Et vous avez ici l'évolution passée en noir. On est déjà à plus 1 degré par rapport à l'ère industrielle. Plus 1 degré, ça peut paraître pas grand-chose, mais si on regarde ce qui nous sépare de la dernière glaciaire, où l'Europe était recouverte par des steppes, de la toundra et de la glace, on était à un écart de moyenne de 5 degrés seulement. Ça, c'est au passé. Et à l'avenir, l'avenir dépend de ce que nous faisons maintenant et de ce que nous allons faire ensuite. Donc, à l'avenir, ce qu'on peut faire, c'est proposer différents scénarios d'évolution. Et le GIEC, qui est l'organisme scientifique de référence qui concatène et synthétise les données scientifiques sur le climat, propose d'étudier 4 scénarios standards de référence qui sont présentés ici, en couleur. Vous avez grosso modo un scénario optimiste à 2 degrés en 2100, qui nous a permis de stabiliser bien avant 2100 la température et de limiter à 2 degrés. Et vous avez un scénario à l'autre extrême pessimiste, dans lequel on ne stabilise absolument pas la température et qui nous fait passer par plus 5 degrés en 2100, mais ça va continuer à augmenter ensuite. Et entre ceux-là, vous avez 2 intermédiaires. Donc ça, c'est une représentation de comment le changement climatique va s'intensifier. Avec ça, chaque conséquence du changement climatique va plus ou moins s'intensifier. Je vous donne un exemple, l'exemple de la brique rouge que j'avais tout à l'heure, qui est l'intensification, l'augmentation en fréquence des conditions létales. Le fait qu'il fasse trop chaud et trop humide à la fois. Alors, pourquoi c'est problématique qu'il fasse trop chaud et trop humide à la fois? Alors, d'une part, vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là, d'être dans un milieu humide, par exemple une forêt tropicale, et de transpirer beaucoup, d'avoir l'impression qu'il fait très chaud. Alors que pourtant, la température n'est pas forcément plus élevée que chez nous à certains endroits, à certaines périodes. Et ça, c'est dû au fait que c'est plus humide. Et quand le milieu est plus humide, votre corps a plus de mal à transpirer, a plus de mal à faire que l'eau de votre corps s'évapore, et il a plus de mal à réguler sa température. Donc il se fatigue plus vite.
Si les conditions d'humidité et de température ne sont pas trop extrêmes, on va juste être plus fatigué, on va juste ressentir plus la température, mais c'est pas très grave. Par contre, si ces conditions deviennent trop extrêmes, notre corps ne va pas réussir à créer ce phénomène de transpiration. Il ne va pas réussir à réguler sa température et ne va pas réussir à survivre. Vous avez ici, pour les deux scénarios extrêmes, une projection des zones qui seront exposées à ces conditions létales. Vous avez en couleur les zones qui y seront exposées. Et puis, en fonction de la couleur, vous avez la fréquence d'exposition. En jaune, c'est environ un tiers de l'année, 100 jours. Et en rouge, c'est environ les 3/4, voire toute l'année en rouge. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour 2 degrés, on aura des zones quand même assez conséquentes qui seront déjà exposées une partie de l'année. Par contre, pour 5 degrés, on a, pour la faire grossièrement, la zone entre les tropiques dans laquelle il est quasi impossible de vivre durant toute l'année pour un être humain. On pourrait essayer de regarder les projections quantifiées pour différents scénarios et ce pour toutes les conséquences, mais je ne vais pas le faire. En fait, le GIEC le fait pour nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Ce que fait le GIEC, c'est qu'il synthétise tous les risques. Il les synthétise en 5 grands ensembles. Et ce qu'on retrouve ici, c'est les jauges sur ces 5 grands ensembles. Ce qu'on voit aussi, c'est que, comme je le disais, les risques s'intensifient avec le changement climatique. Toutes les conséquences s'intensifient avec le changement climatique. Voilà, et évidemment, là, c'est associé, les jauges sont associées à la température, mais on pourrait les associer en amont de la chaîne de causalité, en amont de la température sur la chaîne de causalité. On pourrait les associer à des scénarios d'évolution des émissions, comme grosso modo ici. Alors, je crois que j'ai fini. Oui. Si ça vous intéresse, si ces sujets vous intéressent, vous pouvez en apprendre beaucoup plus. Et pour ça, je vous recommande 2 choses. Vous pouvez participer à un atelier de la fresque du climat. C'est un atelier qui dure 3 heures, qui est ludique, qui est pédagogique, collaboratif, durant lequel vous reverrez en détail cette chaîne de causalité. Et puis, vous en apprendrez plus avec des chiffres, des anecdotes, etc. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez aussi aller sur le site du GIEC, IPCC en anglais. Tous les rapports sont disponibles. Alors Isabelle, est-ce que tu as des questions? Non, j'en ai pas pour le moment, n'hésitez pas, c'est le moment des questions. Donc, on vous a mis le lien vers la fresque du climat si vous voulez y aller. Moi, je l'ai fait, j'avais un super formateur qui s'appelait François Logier, donc je vous recommande. Mais, euh, mais, euh, mais est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe à la suite. Mais c'est quand même beaucoup de choses à ingérer. Vous avez sûrement des choses que vous souhaitez préciser. Ah, donc Aurélie, tu veux repasser au slide précédent, c'est ça? Celui-là? Tu veux qu'on explique un sujet particulier? Parce qu'on va plonger justement sur le sujet des. Ah, voilà. Ok, juste 2 minutes pour. Ok. Donc Sabine, la plupart des gens disent que c'est très clair. Il y a d'autres personnes qui ont été formées par toi à la fresque, donc je pense que voilà, tu es une figure de proue. Et super, il y a une prise de notes partagée qui est Génial. donc ça c'est sympa. Ça c'est de la vraie collaboration. Ah non, une question. Rémi qui nous demande, est-ce que les émissions de gaz à effet de serre sont la seule cause du changement climatique? Alors non, mais en ordre de grandeur, oui. En première approche, oui. Alors pour regarder quelles sont les causes du changement climatique, on met tout ça dans une même unité, on parle de perturbation énergétique, de combien tel phénomène perturbe le bilan énergétique de la Terre, le bilan radiatif on appelle ça. Et cette mesure-là, on l'appelle le forçage radiatif. Et du coup, quand tu décomposes ce truc-là, le forçage radiatif, tu te rends compte que je vais la faire à la grosse, 95% du surplus d'énergie, 95% du forçage radiatif, c'est les émissions de gaz à effet de serre. 5% restants, ça va être des petits phénomènes annexes, comme par exemple le fait de modifier l'usage des sols, qui va faire que tu vas émettre des gaz à effet de serre, oui, mais aussi que tu vas changer le coefficient de réflexion du rayonnement solaire. Ça modifie un petit peu la balance. Tu peux aussi penser aux traînées de condensation des avions, qui ne sont pas directement des gaz à effet de serre en partie. Donc il y a des petits phénomènes annexes qui renforcent la chose. Il y a aussi des autres phénomènes qui vont dans l'autre sens, qui déstabilisent le bilan, mais dans l'autre sens, et de façon non négligeable, mais ça suffit absolument pas à compenser les émissions de gaz à effet de serre.
Y a-t-il d'autres On n'a pas questions? d'autres questions pour le moment, donc tu peux continuer. Ouais, parfait. Merci. Alors, donc là, je vous parlais des problèmes. Maintenant, on va voir comment on réagit face à ces problèmes. Alors, juste deuxième question pour préciser un petit peu. Non, alors dans les gaz à effet de serre, tu as grosso modo 4 ensembles. Alors, tu as le CO2, qui est émis en grande partie par la combustion d'énergie fossile, en faible partie par certains procédés industriels particuliers, et en partie de l'ordre de 20% par le changement d'usage des sols, et notamment la déforestation. À côté du CO2, tu as le méthane, qui est alors en partie émis à cause des énergies fossiles, parce que extraction, fuite et puis combustion, mais aussi en partie émis par des procédés de fermentation agricole, par exemple. Tu as le protoxyde d'azote, qui est une réaction de l'azote des engrais. Et tu as tous les gaz qui sont des fluides frigorigènes dans les systèmes de froid. Donc les CFC anciennement, les HCFC nouvellement et autres. Oui, oui, on pourra partager. Bon, je vais continuer. Face à ce problème, comment réagissons-nous? Alors, face au problème de la contrainte énergétique, à ma connaissance, il y a relativement peu de réactions à l'échelle politique. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des réflexions qui s'opèrent déjà. Je pense par exemple à l'association Négawatt. Je vais fermer ça. Je pense par exemple à l'association Négawatt qui construit, améliore, réfléchit sur un scénario de transition du mix énergétique pour aller vers une indépendance de la France sur son mix énergétique. Et du coup, ça nous permettrait de répondre à notre dépendance au pétrole. Mais à l'échelle politique, il y a quand même moins d'actes forts qui sont mis en place. Petite parenthèse, c'est des choses qu'on a déjà fait par le passé. Par exemple, la France a réagi suite au premier choc pétrolier. Suite au premier choc pétrolier, on s'est rendu compte qu'on était dépendant du pétrole et qu'il fallait qu'on s'en débarrasse en partie. Et c'est pour ça qu'on a transité vers beaucoup plus de nucléaire à ce moment-là. Concernant le changement climatique, là, la réponse politique, elle est beaucoup plus forte. Et elle commence à l'échelle internationale. À l'échelle internationale, il y a un cadre de réflexion, de négociation et de mise en place d'actions qui s'appelle la CNUC, Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et dans le cadre de cette NUC, donc il se passe plein de choses, plein de réflexions, et tous les États et les chefs d'État se réunissent tous les ans lors des fameuses COP, conférences des parties, conférences of parties. Et le cap qui a été pris à l'échelle internationale, l'objectif pour mettre en place une stratégie ensuite face au problème du changement climatique, il a été défini lors de la COP 21. C'est l'objectif de l'accord de Paris, et il est ici. Donc c'est limité bien en deçà de 2 degrés, et si possible, en deçà de 1,5 degrés. Donc là, on parle en termes d'atténuation du changement climatique, en termes de degrés. Concrètement, si on veut limiter ce changement climatique-là, il faut qu'on agisse sur nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on stabilise et réduise nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, étant donné que je ne peux pas vous donner la parole, je vais répondre moi-même à la question en vous donnant 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est l'évolution des émissions de CO2. Vous avez ici l'évolution des émissions de CO2 passées en gris, mondial, et futures en couleur, en fonction du scénario qu'on vise et qui serait cohérent avec l'accord de Paris. Alors là, on peut en conclure plusieurs choses de façon macro. La première, c'est que l'année où on change l'allure de la courbe, c'est 2020, c'est aujourd'hui. La deuxième, c'est que on va devoir réduire plus vite que la vitesse à laquelle les émissions ont augmenté jusqu'à présent. La troisième, c'est qu'on va devoir avoir des émissions négatives. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, en fait, on parle en émissions nettes. Les émissions nettes, ce sont la différence entre ce qu'on pourrait appeler les émissions brutes, ce qu'on émet directement, auxquelles on soustrait les émissions négatives. Les émissions négatives, c'est le fait d'absorber du CO2. Pour absorber du CO2, on va essayer de construire, de mettre en place, de développer des puits de carbone, comme par exemple de développer des nouvelles forêts, de mettre en place des technologies de captage du carbone. Et donc, pour quel que soit le scénario, là, le plus 2 ou le plus 1 degré ou des scénarios intermédiaires, il va falloir qu'à un moment, avant la fin du siècle, on absorbe avec ces choses-là plus que ce qu'on émet. En fait, qu'on aille chercher du CO2 qu'on avait déjà émis avant.
Et à un moment, on passe par un point zéro, c'est le fameux point zen, zéro émission nette, autrement appelé neutralité carbone. Enfin, une dernière chose, on voit que quel que soit le scénario qui est cohérent avec l'accord de Paris, donc +2, +1,5 ou le scénario entre les deux, l'allure de la courbe reste la même. C'est juste l'intensité du déclin qui va être différente. Donc là, ce qu'on voit, c'est une première approche, hein, l'évolution du CO2 en net pour le monde. Ce qu'on peut regarder sinon, ce qu'on peut voir aussi, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre. Et pour regarder ce qui se passe sur l'ensemble des gaz à effet de serre, quel est l'objectif qu'on doit prendre, je vais prendre un horizon qui est pas mal pris et repris par les gouvernements et les politiques, l'horizon 2050. 2050, pourquoi? Parce que c'est le point par lequel on passe par la neutralité carbone ici. Alors voici comment doivent évoluer nos émissions de gaz à effet de serre entre aujourd'hui à peu près la même chose hein, qu'il y a 10 ans, et 2050. Donc vous pouvez lire le total à gauche sur l'axe des ordonnées. C'est pas tout à fait la même unité que tout à l'heure. Ici, on parlait pour le monde entier, donc en gigatonnes. Et là, on a ramené ça en humain. On a divisé par le nombre de terriens. On est en tonnes. La deuxième chose qui est un peu différente, c'est qu'on est en tonnes de CO2 équivalent et non plus en tonnes de CO2 tout court. Pourquoi? Parce qu'on va considérer tous les gaz à effet de serre dans une même unité. Ensuite, on peut comparer les deux ensemble. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'en 2010, un humain moyen, il émet environ 7 tonnes et demie de gaz à effet de serre. Qu'en 2050, un humain moyen devrait émettre 2 tonnes. C'est peut-être un chiffre que vous avez déjà entendu. En plus de ça, qu'est-ce qu'on se trouve? On a la décomposition en deux ensembles, donc le CO2 et puis les autres gaz à effet de serre. Donc sur le CO2, on doit drastiquement diminuer les émissions. Et en parallèle de ça, on doit développer des puits de carbone pour, au final, compenser totalement les émissions de 2050, arriver à ce point de neutralité. Et en parallèle de ça, on doit réduire nos émissions d'autres gaz à effet de serre. Donc ça, c'est l'objectif qui est cohérent avec les 1,5 degrés, si on regarde l'horizon 2050. Alors, à votre avis, est-ce qu'on est bien parti? Pareil, je vais répondre à la question. Alors, juste peut-être. François, oui, comme il y a pas mal déjà de réactions, donc, et notamment Aurélie qui est liée à ça, est-ce que c'est bien parti ou pas? Donc sa première réaction quand elle a vu ta courbe, c'était ah bah alors c'est mort. Et donc après elle a dit plus sérieusement, que répondez-vous à la réaction que j'ai couramment du type de toute façon c'est foutu, à quoi bon? Pour continuer les gens, enfin pour pousser les gens à se mobiliser. Et donc il y a Marie aussi qui pose des questions sur l'intérêt des émissions négatives, mais Marie, confirme-moi, je pense que ta deuxième slide y répondait. Donc voilà, juste comme il y avait un petit peu. Ouais, merci. Pour la première question, c'est pas une remarque facile. Moi, ce que je réponds, alors c'est plus ou moins satisfaisant, c'est que physiquement c'est possible. Hein. Physiquement c'est possible, il suffit de faire ça ou faire plus. Donc c'est possible. On pourrait même aller plus loin, on pourrait se dire que physiquement, ce sera potentiellement toujours possible, il suffira juste d'aller absorber le CO2. Physiquement c'est possible, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça, si vous doutez de la source, ça c'est les chiffres du GIEC, que j'ai traduit en cours, mais c'est les chiffres issus du GIEC directement. C'est foutu à quoi bon? Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est possible socialement et politiquement? Économiquement, est-ce que c'est possible? Là, la réponse, on l'a pas. En fait, ça dépend des choix qu'on fait aujourd'hui. Si on se dit c'est foutu à quoi bon, c'est clair qu'on va pas y arriver. Si on essaie de se donner les moyens, on peut y arriver. Est-ce que la réponse sur les... Enfin, y a-t-il toujours une question sur les émissions négatives? Oui, en fait, c'était, donc pourquoi? Donc Marie n'a pas forcément compris pourquoi, et surtout combien de temps il faudra maintenir des émissions négatives? Est-ce que est-ce que la courbe continue, se stabilise? Est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle remonte après 2100? En l'occurrence, les chiffres du GIEC sur les scénarios d'émissions s'arrêtent à 2100. Donc, je peux pas te répondre. Je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, il est le bienvenu. Je pense qu'ils vont, on va rester en émission négative quelques temps jusqu'à tendre vers zéro. Ce qui me semble le plus logique. Et j'ai vu une remarque sur le point zen à 2070. En effet, si on vise le 2 degrés, le point zen il est à 2070 sur le CO2.
D'autres questions ou remarques? Après, il y avait des remarques hein, est-ce que les scénarios du GIEC prennent en compte le dégel du permafrost? Moi, je pensais que oui. Dans une certaine mesure. D'accord. Par exemple, pour les scénarios 1,5 degrés, donc les scénarios les plus optimistes, c'est pris en compte. Après, les modèles de prise en compte sont en amélioration et sont discutables. Par contre, plus on s'écarte des 2 degrés, plus on va vers des températures élevées, plus nos modèles sont imprécis. Et du coup, il me semble que là, pour le coup, c'est pas pris en compte. En fait, pour être plus précis, dans le rapport d'évaluation de 2014, qui va bientôt être succédé par le prochain rapport d'évaluation qui va apparaître l'année prochaine, euh, la boucle de rétroaction de permafrost, il me semble qu'elle n'est pas prise en compte. Cependant, dans le rapport spécial Global Warming of 1.5 degree, les émissions générées par la fonte du permafrost sont prises en compte. Donc, dans ces scénarios-là, les émissions du permafrost sont prises en compte. Les scénarios plus 2 et plus 1,5 degrés. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions plutôt dans la conversation plutôt que dans le Q&R, comme ça permet de tout voir au même endroit. Écoutez, continuez à mettre vos questions, mais on peut passer à la suite. Ok. Sommes-nous bien partis? Alors là, on pourrait avoir plein de réponses qui seraient très subjectives. Je vais donner 3 éléments de réponse. Je vais dire oui, puis non, puis oui. Alors, premier élément de réponse, oui, car cet objectif, il est assez consensuel. Pas mal de gens, enfin, presque tout le monde est d'accord, et presque tout le monde s'engage pour essayer d'atteindre cet objectif. Donc, les gens qui sont d'accord, c'est les gens qui ont signé l'accord de Paris. Oui, moi je suis d'accord, c'est bien ce qu'il y a dans l'accord. Je pense que le changement climatique est important et qu'il faut le limiter. Et les gens qui vont plus loin et souhaitent s'engager, c'est des gens qui vont ratifier l'accord de Paris pour respecter ces clauses. Et l'une des clauses de l'accord de Paris, c'est que moi, en tant qu'État, je m'engage à prendre des engagements, à les mettre dans ma loi et du coup qu'ils soient contraignants vu qu'ils sont dans ma loi. Si vous voyez ici, vous voyez qu'il y a quand même la plupart des pays qui l'ont ratifié. Il y a une dizaine de pays, voire 10 pays qui l'ont signé et l'ont ratifié. Alors, il y a le cas particulier de la Russie, qui l'avait ratifié en 2019, mais j'ai entendu dire il y a 2 jours qu'en fait, ils étaient sortis. Donc, ce serait à préciser. Et les États-Unis l'ont ratifié, mais ils sont dans une procédure de sortie, du moins tant que Trump reste au pouvoir. Deuxième réponse, c'est non, parce que malgré les engagements des pays, les engagements ne sont pas assez ambitieux. Et évidemment, si les objectifs sont déjà pas assez ambitieux, les mesures pour atteindre ces objectifs ne le seront pas non plus. Et il se trouve que dans la pratique, les mesures sont encore moins ambitieuses que les objectifs. Vous avez ici plusieurs projections qui nous permettent de comparer l'objectif qu'on devrait suivre en termes de réduction des émissions et puis les trajectoires qu'on est en train de prendre. Donc ça, c'est à peu près, ça ressemble à la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure sur le CO2, c'est pour l'ensemble des gaz à effet de serre. Et puis c'est plus simplifié. Donc, vous avez ici le 1,5 degré, ici le 2 degrés. Et vous avez ici les trajectoires qu'on est en train de prendre. Trajectoires pour les engagements et les trajectoires en termes d'efforts concrètement réalisés. Vous voyez que c'est quand même assez proche. Donc globalement, on va vite s'écarter des trajectoires objectives. Donc il faudrait mettre beaucoup plus d'efforts. Troisième élément de réponse, c'est oui plutôt. Alors juste avant, si vous voulez en savoir plus sur où en sont les pays, quels sont les engagements qui ont été pris, à quelle trajectoire ça correspond, etc., je vous suggère d'aller sur le site de Climate Action Tracker. Et dernier élément de réponse, oui, parce que les pays sont en train de revoir, de plus en plus de pays revoient leur stratégie à la hausse. Et je vais vous donner quelques exemples. L'Union européenne, qui fait partie de la CNUC, est en train de réviser sa stratégie pour en mettre une qui soit beaucoup plus ambitieuse, et notamment viser la neutralité carbone, tout gaz à effet de serre confondu, en 2050. Donc c'est encore plus ambitieux que ce que propose le GIEC. Ils sont en train de mettre en place cette chose-là. Je ne sais pas si c'est encore entré en vigueur ou si c'est en train le projet est en train d'être finalisé. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet objectif-là? Il se cache toute une stratégie de réduction. Vous avez une trajectoire d'évolution des émissions, donc une réduction des émissions, et en parallèle de ça, une augmentation du CO2 qui va être absorbé par des puits de carbone en dessous de la courbe, en dessous de l'exercice. Et puis ensuite de ça, la réduction de ces émissions, elle va être déclinée à une réduction des émissions par secteur. Sans rentrer dans le détail, vous voyez que toutes les couleurs se diminuent. Donc ça, c'est à l'échelle de l'Europe, c'est l'exemple à l'échelle de l'Europe.
À l'échelle de la France, on peut dire la même chose. La France a révisé sa stratégie. Une nouvelle stratégie a été mise en place en 2019. Elle résulte d'un dialogue et d'un débat entre diverses parties prenantes. Et elle aboutit à la rédaction d'un document qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone. Dans ce document, il y a tout un tas de choses. Et la première chose qu'il y a, c'est ce que vous avez à l'écran. C'est une trajectoire d'évolution des émissions nationales. Cette trajectoire, vous la voyez, hein, réduction des émissions, augmentation des puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone, tout gaz à effet de serre confondu, en 2050. Donc c'est pareil, c'est aussi très ambitieux. Et c'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait avant dans la loi. Quand je dis que cet objectif il entre en vigueur, c'est parce qu'il a été inscrit dans la loi en 2019, il y a un an, il me semble. Ensuite, comment on va décliner cette stratégie? Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est décliner ces objectifs année après année en périodes. Et on va se dire que sur une telle période, on va avoir un certain budget carbone à ne pas dépasser, un seuil d'émission à ne pas dépasser. Ils sont marqués là, c'est en millions de tonnes de CO2, c'est important. Et ensuite, ces budgets carbone, sur certaines périodes, on va les décliner en différents secteurs. Voilà ce que ça donne. Par exemple, le secteur des transports, vous voyez qu'il est soumis à une diminution des émissions qui est progressive. Derrière ces objectifs-là, on va aller chercher des mesures, des leviers d'action opérationnels à mettre en place pour transformer ces secteurs. Je vous donne un exemple, l'exemple des transports. Donc pour les transports, réduire drastiquement les émissions pour arriver à presque zéro émission sur les transports en émissions nationales, ça va actionner différents leviers. Et l'un des leviers, ça va être d'agir sur la mobilité des personnes. Vous avez ici une décomposition de la mobilité des personnes, donc ça se lit en kilomètres par an et par personne. Donc aujourd'hui, on est environ à 17 000 km par personne en moyenne. Et en 2050, il faudrait qu'on soit un peu moins, environ 14-15 000. En parallèle de cette réduction de la mobilité, on va effectuer différents reports modaux d'un mode de transport à un autre mode de transport. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va drastiquement réduire notre usage de la voiture individuelle. Ça va être en partie reporté sur la voiture partagée, en partie reporté sur les transports en commun, en partie reporté sur ce qu'on appelle les modes de mobilité active. On peut aussi noter une réduction drastique de la mobilité en avion. Et ça, c'est un scénario qui est proposé par Megawatt. Il y a d'autres scénarios qui sont proposés par d'autres organismes, mais ils sont assez similaires. Une autre transformation que va devoir opérer le secteur des transports, en particulier le secteur de l'automobile, c'est de faire évoluer les technologies qui sont vendues. Vous avez ici une répartition des véhicules neufs qui sont vendus en 2010, puis en 2050. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2010, la totalité ou presque des véhicules vendus étaient des véhicules thermiques. En 2050, il faudra que ce soit des véhicules hybrides au gaz ou à l'électricité. Donc, c'est ce genre de transformation en profondeur qui va devoir être opéré. Je vais bientôt vous laisser poser vos questions. Donc, je vous disais que les objectifs sur la réduction des émissions étaient dans la loi. L'actionnement de certains leviers d'action, comme ceux que je vous ai présentés, sont partiellement aussi dans la loi. Je vous donne quelques exemples, et ce sont des exemples qui vont s'appliquer à des entreprises. Quelques exemples avec quelques mesures clés. Donc, depuis 2010, de nombreuses organisations sont obligées de compter leurs émissions. Autre exemple, d'ici à 2030, on va tendre vers l'interdiction du chauffage individuel au fioul, en mettant en place différents leviers. D'ici à 2040, on va tendre vers une vente de véhicules neufs qui sera 0% thermique. Et pour aller vers ces objectifs qui sont très ambitieux, mais qui sont des objectifs de long terme, on met en place des mesures dès aujourd'hui, des mesures plus de court terme. Par exemple, pour les voitures, les constructeurs automobiles sont soumis à des normes européennes qui leur imposent à ne pas dépasser certains seuils d'émissions. Et ces seuils d'émissions sont de plus en plus contraignants. D'une part, ils sont de plus en plus faibles, et d'autre part, les amendes augmentent. Autre exemple, il me semble que c'est seulement depuis 2020 en France, des bonus-malus à l'achat ont été mis en place en fonction du type de véhicule que vous achetez. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces sujets, je vous recommande différentes choses. La première chose, c'est de participer à un atelier d'automne, durant lequel en fait vous prendrez conscience un petit peu de ce qu'implique la transition à l'échelle individuelle et collective. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller faire fouiller sur les sites de Negawatt qui propose un scénario très complet de transition, ou bien du Shift Project qui propose des approches sectorielles et qui proposera bientôt un plan de transformation générale de l'économie.
Si vous voulez aussi aller voir ce que propose déjà l'État et le gouvernement, vous pouvez aller sur le site du ministère et lire par exemple la stratégie nationale bas carbone. Alors Isabelle, y a-t-il des questions? Alors oui, il y en a plein, plein, plein. Alors, donc il y a un débat sur ITER et le nucléaire et est-ce que ça peut être une solution prise en compte. Mais Arthur, je ne sais pas si tu le connais, mais qui a l'air d'être aussi de la fresque du climat, a déjà Bonjour Arthur. répondu. Il y avait des questions sur est-ce que ces stratégies sont réalistes? Voilà, enfin, donc un petit peu évaluer ça. Il y avait aussi donc des points sur le fait qu'il y a la loi climat qui se vote aujourd'hui au sein du Parlement européen. Euh, Ok. et puis, et oui, et une question aussi de Marie. Bonjour, est-ce qu'on a quelques enseignements suite de la crise Covid qu'on vient de vivre? Est-ce que les émissions de CO2 ont bien diminué comme attendu? L'impact sur le climat est-il visible ou y a-t-il eu un rattrapage? Ok. Ça fait Et puis beaucoup de questions intéressantes. ton avis sur l'avion aussi. Voilà. Ok. Euh, Alors, est-ce que la stratégie est réaliste? Eh bien, si on regarde par exemple sur les transports, on peut considérer qu'il y a des choses qui sont ambitieuses, des choses qui sont réalistes. Par exemple, il me semble que dans le scénario négawatt, on envisage un report modal on envisage de favoriser les transports en commun et du coup un report de 12% des kilomètres parcourus en voiture vers du train. Et c'est ce genre d'ordre de grandeur qui va être proposé dans les différents scénarios pour les différents secteurs. Et en fait, c'est la mise bout à bout de toutes ces petites choses, entre guillemets petites choses qui sont déjà conséquentes, qui va aboutir à une réduction drastique des émissions. Donc moi, je considère qu'un report de 12% de la voiture vers le train, c'est plutôt réaliste. Après, il y a des choses qu'on peut plus difficilement envisager, par exemple l'avion. Là, il est envisagé une grosse réduction de l'avion. Alors derrière cette réduction de l'avion, il y a plusieurs choses. On peut envisager une réduction de la mobilité, mais il y a aussi potentiellement un report de l'avion vers le train. Et ça, c'est possible si on arrive à rendre le train plus attractif pour les courtes distances, par exemple. Donc je dirais qu'en fait, les mesures de report, en l'occurrence pour le transport, elles vont être assez réalistes. Ce qui va être plus dur à envisager, ça va être la restriction de la mobilité. Et au final, on en revient souvent à un débat qu'il y a quand on parle d'écologie, c'est le débat autour de la sobriété. Est-ce qu'on va réussir à faire de sobriété? Sur la loi climat en Europe, du coup, je n'étais pas au courant que c'était aujourd'hui. Donc, j'ai pas vraiment d'infos à vous donner. Enfin, j'imagine que c'est lié au fait de faire valider la nouvelle stratégie ou pas. Concernant le Covid, ça a eu un effet, ça a réduit les émissions. Alors, l'ordre de grandeur que j'ai en tête, c'est que ça va réduire les émissions de 5% par rapport à l'an dernier. Donc, c'est bien dans un sens parce que du coup, ça nous permet de nous mettre sur une trajectoire de réduction avec une vitesse qui est cohérente avec nos objectifs. Par contre, moi, je ne vois pas de remise en cause profonde du problème, enfin, de remonter jusqu'à la racine du problème. Et j'ai peur que une fois qu'on aura réussi à mettre en œuvre des choses qui nous permettent de vivre comme avant, on revive comme avant et on recontinue à les mettre. Donc j'ai peur qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Après, il y a des choses positives qui se mettent en place et qui pourraient souffler des transformations en profondeur, comme par exemple la suite de la Convention citoyenne pour le climat ou le plan de transformation du Shift. Y a-t-il d'autres questions ou des choses qu'il faut que j'approfondisse? Plus des commentaires que des questions. Donc, il y a Pierre qui a travaillé 30 ans dans l'automobile qui est plus sceptique sur l'évolution des technologies vendues. Enfin, sur la possibilité de tenir la timeline là, qui est à l'écran en ce moment. Mais il y a pas je vois pas de questions particulières. Voilà, tu peux continuer. Ok, merci. Alors, dans ce contexte-là,
quel est le rôle de l'entreprise? Quel est l'enjeu de l'entreprise? Ce qu'on peut dire concernant le rôle, on peut dire plusieurs choses. D'une part, toutes ces transformations parfois sectorielles, elles vont devoir être mises en œuvre par les entreprises. D'autre part, il y a des éléments de la réglementation qui vont s'appliquer directement aux entreprises, comme le fait de compter ces émissions. Ensuite, le rôle de l'entreprise, il peut ne pas simplement s'arrêter sur la transformation opérationnelle et la réduction des émissions, il peut aussi être un rôle d'influence, influence de ses partenaires, influence de ses fournisseurs, influence de ses clients, influence de ses collaborateurs, etc. Quels enjeux pour une entreprise? Alors, on pourrait en citer plein. Je vous propose une liste qui est largement non exhaustive, avec 3 ensembles de choses. Le premier enjeu, la première motivation pour une entreprise, ça peut être tout simplement d'agir pour l'intérêt général. Il y a des entreprises qui sont au moins en partie motivées par l'action pour l'intérêt général. Il y a même des entreprises qui ont mis l'intérêt général au cœur de leurs objectifs, les entreprises à mission, par exemple. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être agir en réaction des risques de transition, des risques physiques et des nouvelles opportunités qui sont créées par la transition. Et donc là, je vous en donne 4 exemples. Le premier, on l'a déjà un peu évoqué, c'est d'appliquer ou bien d'anticiper l'évolution d'une réglementation. Par exemple, anticiper l'évolution d'un taxe carbone. Le deuxième, ça va être faire face à sa dépendance aux énergies fossiles, faire face aux pics pétroliers qui arrivent et du coup essayer de minimiser les risques. Et le troisième, ça va être tout simplement, le troisième ou quatrième, ça va être tout simplement de réduire ses coûts d'exploitation parce que si on s'attaque à la réduction des émissions carbone, il va y avoir un volet, par exemple, éviter du gaspillage, optimiser ses process, qui va a fortiori réduire les coûts. Un troisième ensemble de choses auxquelles on peut penser, c'est l'image, la communication. Donc auprès des investisseurs, des partenaires, des clients, mais aussi des collaborateurs, pour les motiver, alors d'une part pour donner plus de sens à leur travail, mais aussi tout simplement pour les faire monter en compétences. Alors, l'entreprise, elle va être embarquée et elle va faire 2 choses. Elle va faire 2 choses. Tout d'abord, elle va faire un audit. Elle va faire un audit, elle va essayer de quantifier les choses sur lesquelles elle peut agir, elle va essayer de quantifier les émissions sur lesquelles elle peut agir, elle va compter ses émissions. Et une fois qu'elle aura compté ses émissions, qu'elle aura fait cet audit, elle va pouvoir analyser, identifier les leviers d'action, les leviers importants, les leviers moins importants, les leviers coûteux, les leviers faciles, etc. Mettre en place un plan d'action et l'appliquer pour réduire ses émissions. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur le volet compter. Et pour compter, on va appliquer les principes de la comptabilité carbone. Alors, la comptabilité carbone, ça applique les principes plus généraux de la comptabilité qui sont en soi assez simples. Donc, si vous voulez compter le coût de telle ou telle activité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez décomposer l'activité en différents postes de dépenses. Dans chacun des postes de dépenses, une fois que vous aurez suffisamment décomposé, vous allez compter l'unité, le multiplier par un coût unitaire, et puis ensuite consolider, puis reconcilier, jusqu'à avoir le total. Donc, des additions, des multiplications. Principe de la comptabilité. En comptabilité carbone, la différence, c'est que le coût, ça ne va pas être un coût en euros, ça va être un coût en carbone, un coût en émission. Et le coût en émission, qu'est-ce que c'est? Alors, le coût en émission, ça va être l'ensemble des émissions qui sont générées par tout ou partie du cycle de vie. Alors, tout ou partie du cycle de vie, qu'est-ce que le cycle de vie? Le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes qui permettent de fournir, d'approvisionner, de distribuer, etc. Un produit, un bien ou un service. Et une façon de voir le cycle de vie, c'est de le composer en ensemble d'étapes, comme ça, par exemple. Donc, de l'extraction des matières premières, la transformation, l'assemblage, le transport, la distribution, le conditionnement, l'usage, la fin de vie. Ce coût carbone, il a un petit nom, il s'appelle le facteur d'émission. Alors, l'une des limites de la comptabilité carbone, ça va être que nous n'avons pas autant de caractérisation que la comptabilité financière. Vous allez au supermarché, vous allez acheter des choses, chaque produit, donc il y a des milliers de produits dans votre supermarché, chaque produit, il a son coût financier. Il n'a pas son coût carbone. Du coup, pour essayer d'estimer les coûts carbone des différentes choses qui vont être consommées, utilisées par une entreprise ou un individu, on va utiliser des moyennes. Les facteurs d'émission sont des moyennes, sont des estimations pour, en gros, des catégories de choses. Si, par exemple, au supermarché, on va pouvoir avoir un coût financier pour le steak charal, le steak du boucher, le steak bio, je ne sais pas quoi,
En comptabilité carbone, ce qu'on va plutôt avoir, c'est grosso modo un steak qui va être distribué en France. Et pas plusieurs steaks différents qui viennent de tel ou tel endroit, grosso modo. Et ces moyennes-là, ces estimations, elles sont issues d'études qui s'appellent des analyses de cycle de vie, qui sont normées, méthodiques, et qui permettent d'aboutir à différents impacts moyens, dont l'impact carbone, le facteur d'émission. Est-ce que ça va? Y a-t-il des questions? Alors, donc, le score carbone pour les produits ne devrait plus tarder. En tout cas, c'est une demande de la CCC qui devrait être examinée par nos députés. Le site La Fourche, par exemple, indique le coût carbone. C'est plus des commentaires. On a partagé un Bicorp qui montre un peu les entreprises qui s'impliquent vraiment et qui comptent leur carbone. Il n'y a pas de question. Qui produit les ACV de référence? D'accord. Alors sur le score carbone, en effet, il y a de plus en plus d'initiatives d'entreprises ou d'acteurs qui proposent des ordres de grandeur sur leur impact et sur l'impact de leurs produits. C'est vrai. Par contre, même si on va vers un score carbone, il y a encore pas mal de boulot pour permettre à toutes les entreprises d'arriver à avoir un impact, une estimation de leur impact carbone. Ensuite, sur le Bicorp, le Bicorp, c'est plus global que le carbone, hein, ça prend en compte différents aspects environnementaux et sociaux. Et le Bicorp est globalement assez exigeant sur la comptabilité carbone par rapport à ce qui se fait usuellement. Et enfin, sur l'ACV, ce sont des organismes, des bureaux d'études, des experts qui vont faire ça, soit des bureaux d'études spécialisés. Il me semble que l'ADEME fait aussi des ACV. L'ADEME, c'est une agence d'État. Y a-t-il d'autres réactions? Si les initiatives sont nombreuses, quelles sont les plus fiables selon toi? Et puis, existe-t-il un Wikipédia des ACV, par exemple une bibliothèque en Creative Commons? Alors, c'est difficile parce que, là, j'aurais pas de réponse toute faite. Sur l'alimentation, il y a un projet qui s'appelle Open Food Facts et c'est un gros projet qui avance. Je sais pas exactement où ça en est, mais l'objectif, c'est de pouvoir mettre un impact carbone sur chaque aliment. En mode un peu et de l'associer à une application un peu à la Yuka. Et ça, c'est quelque chose qui est fiable. Après, on pourrait voir pour d'autres choses. Alors, je peux vous donner un autre élément. À l'inverse, cette fois, quand on parle des émissions d'une voiture, par exemple, il faut faire attention à de quoi on parle, parce qu'en fonction de comment on va compter les émissions, si c'est le constructeur qui va les compter dans des conditions non réelles ou dans des conditions réelles, on va pas du tout avoir la même chose. Si on regarde les facteurs d'émissions au kilomètre que nous partagent les constructeurs, ça va être des émissions qui sont juste sur l'utilisation et pas sur l'ensemble du cycle de vie, donc il va manquer des émissions. Donc ça va être moins fiable. Enfin, du moins, il faut savoir de quoi on parle. Et du coup, des endroits où on peut trouver des données fiables, il y en a plusieurs. Et je vais d'abord vous donner quelques ordres de grandeur pour alimenter un petit peu tout ça. Et puis après, je vais vous partager quelques sources que vous pourrez aller farfouiller pour avoir les chiffres qui vous intéressent. Est-ce que je peux continuer? Il y a d'autres questions importantes? C'est bon. Je crois c'est plus des échanges, mais en tout cas, c'est bien, vous interagissez beaucoup les uns avec les autres, mais je pense que tu peux continuer. Allez. Donc là, ce que je vous propose, c'est quelques ordres de grandeur, quelques facteurs d'émission, histoire de vous familiariser avec la notion, de voir ce qu'on peut faire, et puis aussi de comparer les ordres de grandeur des différentes choses. Le premier ensemble que je vous propose sont les facteurs d'émission pour produire 1 kWh d'électricité en fonction de telle ou telle source de production. Vous avez aussi ici différents chiffres, donc ça se lit en kg de CO2 équivalent par kWh électrique produit. Ça va prendre en compte la combustion s'il y a combustion, mais aussi l'amont de la combustion elle-même. Et ce que vous avez là, ce sont des chiffres qui sont partagés par l'ADEME, qui sont valables en France. Et j'ai distingué ça en deux ensembles. En gros, les fossiles,
donc les centrales thermiques, et le reste. Et dans le reste, on va retrouver tout le renouvelable et le nucléaire. Et je vous disais que c'est en kilos, mais c'est en grammes en fait par an. Donc juste le fait d'avoir ces chiffres, ça permet de comprendre assez rapidement l'enjeu de se débarrasser des énergies fossiles pour sauver le climat. Et ça rappelle aussi que si on a uniquement le prisme carbone, le nucléaire est au moins autant une bonne solution que les autres énergies renouvelables. Donc chaque pays va utiliser ses propres sources de production d'électricité. La plupart des pays consomment de l'électricité. Et si on regarde du coup, son mix de production, on appelle ça un mix électrique, et qu'on fait la moyenne des différents facteurs d'émission, la moyenne pondérée, on peut obtenir le facteur d'émission moyen du mix électrique. Je vous partage ici quelques chiffres, toujours pour comparer un petit peu et donner quelques ordres de grandeur. Vous voyez qu'il y a plein de pays qui sont présentés, donc c'est pareil sur des chiffres de l'ADEME. Grosso modo, plus on se rapproche de 1 kg par kilowattheure, plus on se rapproche d'un mix 100% charbon. Si on est au milieu, c'est qu'on est sur un mix qui est quand même pas mal dépendant du fossile. Par exemple, l'Allemagne, je crois que c'est 40% charbon. Et puis plus on va vers les 100 grammes par kilowattheure, plus on est décarboné. Et si on est en dessous, en général, c'est qu'on est très peu avec du fossile. Et la France, vous voyez, c'est l'un des pays les plus décarbonés. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un mix électrique qui est à 90% basé sur les sources en bleu. D'autres chiffres que je vous partage sur des objets un peu différents, sur l'alimentation. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est les émissions qui sont générées pour produire, transporter et distribuer 1 kg de nourriture. Donc là, vous avez des chiffres pour différentes viandes. Et j'ai distingué les choses, enfin les chiffres en deux ensembles, la viande rouge et le reste. Viande et poissons d'ailleurs. Et ce qui fait la différence entre ces deux choses, en gros, c'est que la viande rouge, c'est des cycles de bovins qui font fermenter la matière organique dans leur estomac et du coup vont relâcher du méthane. C'est un gaz à effet de serre assez puissant. On peut voir ça pour d'autres ensembles de produits. Donc là, en gros, les fromages et les produits laitiers. J'ai essayé de distinguer différents ensembles de façon assez maladroite en fonction de l'intensité en lait des produits. Alors ce graphe est assez difficile à lire parce que si autant on va peut-être assez facilement manger 1 kg de yaourt ou 2, on va assez difficilement manger 1 kg de beurre à moins d'être breton, peut-être. D'autres ensembles qu'on peut regarder qui sont intéressants, c'est les fruits et légumes. Alors là, on a une approche qui est un peu différente. On a déjà moyenné différents facteurs d'émission pour avoir une moyenne de fruits et légumes. Et ce qu'on va regarder, c'est des moyennes en fonction du mode de transport, de l'endroit de la production à l'endroit de la distribution. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Soit le fruit et légumes, il est importé en avion, auquel cas, grosse empreinte carbone. Soit le fruit et légumes, il est importé autrement qu'en avion, auquel cas, faible empreinte carbone. Il y a une autre utilité en plus, mais je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail là-dessus, à moins que vous vouliez revenir dessus. Autre chose sur laquelle faire attention, attention aux axes des abscisses. Là, on est entre 0 et 25, là, on est entre 0 et 10. Donc, on faut faire attention à l'effet visuel. Grosso modo, les légumes, ça reste inférieur à 2 kg. Et enfin, on peut faire des moyennes de moyennes de moyennes en regardant quel peut être le facteur d'émission d'un repas moyen. Donc, c'est des moyennes de facteurs d'émission. Et là, on peut aussi distinguer différents ensembles. Repas à base de viande rouge, repas à base de viande ou poisson, et puis repas à base de végétaux. Et on a aussi quand même des ordres de grandeur qui sont légèrement différents. Donc, si on devait retenir deux messages importants de cette slide-là, c'est que si on veut réduire l'empreinte carbone de notre alimentation, il faut essayer de réduire notre consommation de viande rouge et de réduire notre consommation de fruits et légumes ou autres importés en avion. Dernier ensemble de choses que j'ai envie de vous partager sont des facteurs d'émission pour l'usage d'un mode de transport. Donc là, ce sont des facteurs d'émission ramenés au kilomètre et aux passagers. Donc, par exemple, pour un avion, on va regarder un avion qui fait un trajet de Paris à Marseille. On va compter ses émissions, on va les ramener au kilomètre et puis on va les ramener au nombre de on va les diviser par le nombre de passagers. Et ça nous donne des chiffres qui sont relativement comparables. Dans ces chiffres-là, on prend bien en compte l'ensemble du cycle de vie, donc de la production jusqu'à la fin de vie.
On ne prend pas uniquement en compte le pétrole qui est brûlé quand on fait avancer la voiture, par exemple. Et donc là, il y a différents ensembles. L'avion en noir, en rouge, la voiture. Vous voyez qu'il y a plein de cas différents pour la voiture. Et puis le reste, ce sont des transports en commun. Donc si on devait commenter ça rapidement, on voit que l'avion, c'est quand même grosso modo ce qui est c'est le service de transport le plus émetteur. La voiture, c'est un service qui est fortement émetteur, mais alors ça va dépendre de la technologie, ça va dépendre de comment on utilise la voiture. En fonction de la technologie du carburant, du mode de propulsion de la voiture, donc si c'est de l'électrique, si c'est du thermique, de l'hybride, du GNV, alors ça va être toutes ces différences-là. En fonction aussi du poids de la voiture et du coup de la consommation de carburant de la voiture, on va avoir des facteurs d'émission qui vont quand même relativement différents. Donc il y a déjà des choses intéressantes ici. Et on comprend ce qu'on a vu tout à l'heure sur la transformation de technologies. Des technologies en termes de carbone qui sont quand même bien plus avantageuses. Une autre façon de réduire l'empreinte carbone de la voiture, ce serait d'essayer d'aller vers ces choses-là, donc vers beaucoup plus de covoiturage. Et enfin, sur les transports, vous voyez qu'il y a aussi différentes choses. Grosso modo, le bus, c'est un peu plus émetteur que le train. Pourquoi? Parce que ça fonctionne en partie avec du pétrole. Et les trains qui vont avoir des facteurs d'émission assez importants, ça va être des trains qui vont fonctionner avec du pétrole, ou en partie, ou du charbon. Donc le train en Allemagne fonctionne en partie avec du charbon, du TER au gazole en France. Mais le reste, ça va être de l'électricité, donc quelque chose qui est déjà relativement bien décarboné. Ces chiffres-là sont valables en France. Par exemple, la voiture électrique, là, j'ai petite parenthèse, cette voiture électrique-là, elle a ce facteur d'émission qui est relativement intéressant parce que c'est de l'électricité française. Si vous voulez approfondir, revoir ces chiffres, vous les approprier, les récupérer, je vous propose différentes sources. Alors, une première source, c'est d'aller voir sur le site d'Ecolab, ils partagent pas mal d'ordres de grandeur assez intéressants et c'est pas mal adapté pour un usage citoyen. Je vous recommande aussi Avenir Climatique, qui a carrément fait un MOOC sur les principes de la comptabilité carbone. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller chercher les données de l'ADEME, qui regroupent tous les facteurs d'émission qui sont valables en France. Il y en a plus de 2000 dans la base carbone. Alors, elle est accessible, il suffit de se créer un compte. Elle est même aussi disponible en open data. Y a-t-il des questions? Donc, il y avait un commentaire sur le fait que quelqu'un avait lu que le transport routier était plus polluant que le transport en avion. Mais du coup, je ne sais pas si tu as une remarque là-dessus. Non, après, il y avait des blagues sur le fait que tu n'avais pas mis les insectes dans les viandes, mais bon, c'est pas vraiment une question. Et puis, à titre de comparaison, combien de grammes de CO2 absorbe un arbre? On va essayer de se rendre compte un petit peu de. Alors, corrigez-moi si je dis une bêtise, s'il y en a qui savent. Moi, j'ai un ordre de grandeur de dizaines de kilos. Non. Ah, je sais plus. Alors là, 30 kilos par an, 36 kilos. 36 kilos. C'est ça, Pardon. c'est dizaines de kilos par an. Voilà. Dizaines de kilos par an. Si on regarde un aller-retour de Paris-New York, c'est 3 tonnes. On pourrait faire le calcul combien d'arbres il faut pour compenser, mais c'est sûrement plus que ce que proposent les compagnies aériennes. Je n'ai pas le temps de faire le calcul, mais s'il y en a qui veulent s'amuser à le faire, ce serait intéressant. Comparaison secteur routier, secteur avion, si on regarde les facteurs d'émission, donc l'intensité carbone du service 1 km parcouru, c'est l'avion qui est le plus émetteur, dans quasi tous les cas. Par contre, si on compare les secteurs, donc pas le service rendu, mais le secteur dans sa globalité, on se déplace beaucoup plus en voiture qu'en avion, et donc le secteur routier en France va être plus émetteur que le secteur de l'aviation. Y a-t-il d'autres réactions? Juste une précision que effectivement que le carbone stocké par l'arbre à la fin de vie de l'arbre, ça dépend de comment s'il est brûlé, c'est un stockage que provisoire. Voilà. Mais voilà. Et puis des critiques du principe de compensation. Mais non, pas de questions particulières. Alors on va continuer. Continuons. Alors avant de continuer, je voudrais faire part de quelques difficultés sur la comptabilité carbone. Je vous ai présenté ça comme quelque chose d'assez simple en principe,
Mais en pratique, c'est quand même bien plus complexe. Ceux qui font de la comptabilité le savent peut-être. En principe, c'est bien plus complexe étant donné qu'on doit gérer beaucoup de données. Alors, la première chose, donc c'est qu'on doit essayer de récupérer suffisamment de données pour que on puisse en extirper des choses intéressantes. Et étant donné qu'on n'a pas le coût carbone de tous les éléments qu'on pourrait considérer, il va falloir qu'on arrive à réfléchir intelligemment sur quelles données récupérer et pour leur faire matcher les bons facteurs d'émission. Concrètement, comment on va opérer? On va procéder par itération. On va demander à l'organisation ou au projet ou à l'événement ou à je ne sais quoi un premier jeu de données assez facile à récupérer, assez global, assez approximatif. De ça, on va pouvoir déjà s'approprier un petit peu l'activité. On va aussi pouvoir commencer à convertir ces données en émissions et pouvoir identifier les les activités qui émettent le plus. On appelle ça les postes d'émission. Les postes d'émission qui sont les plus émetteurs et des postes d'émission qui sont les moins émetteurs. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que les postes d'émission qui sont les moins émetteurs, on va peut-être aller moins creuser les données, tandis que les émissions qui sont les postes qui sont les plus émetteurs, on va aller chercher de nouvelles données pour préciser l'ordre de grandeur. Au final, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir les grosses masses, les gros ordres de grandeur. On va procéder comme ça par un jeu de ping-pong un peu par itération pour arriver jusqu'à un seuil de précision qui nous convient. Une autre difficulté de la comptabilité carbone, ça va être les activités qu'on va considérer. On appelle ça le périmètre. Quelles activités on considère? Dans le cas d'une entreprise, je vais vous proposer différents périmètres qu'on peut considérer. Donc vous avez ici un schéma qui représente les différentes activités que peut avoir une entreprise. Et ces activités, elles sont divisées en 3 scopes, en 3 périmètres. Le scope 1, il va comprendre toutes les émissions qui sont émises directement par ce que possède l'entreprise. Donc par les sites de l'entreprise ou par la flotte de véhicules de l'entreprise. Donc les émissions directes émises directement, ça peut être par exemple le fait de brûler du pétrole dans un moteur de voiture qui m'appartient. Et ça va émettre du CO2, donc je vais le compter dans mon premier périmètre, dans mon scope 1. Dans le scope 2, on va élargir la chose. On va aussi considérer en plus les émissions qui sont générées par la production d'énergie que je vais consommer chez moi. Donc, par exemple, si chez moi je consomme de l'électricité, que cette électricité elle a été produite hors de chez moi dans une centrale thermique qui a émis du CO2, ce CO2-là, je vais le compter dans mon scope 2. Et le scope 3, ça va être le restant des entreprises, les émissions qu'on appelle indirectes. Donc voilà une autre difficulté, quel périmètre on prend en compte. Et en plus de ça, on pourrait se dire que le scope 3, au final, il est presque infini. Je vous donne un exemple. Quel exemple je peux vous donner? On va prendre un exemple qui n'est pas forcément lié à l'exemple d'une entreprise. On va prendre l'exemple d'un repas. Si vous ou moi voulez faire le bilan carbone de votre repas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être compter le nombre de steaks que vous avez mangé, le multiplier par le facteur d'émission unitaire que vous trouvez dans la base carbone de l'ADEME, et obtenir les résultats, et puis basta. C'est une première chose. Si vous allez plus loin dans le degré de précision, vous pouvez peut-être compter l'huile, le sel, enfin je ne sais quoi. Par contre, là, vous avez juste compté l'empreinte carbone de la production jusqu'à la distribution des ingrédients. Vous n'avez pas compté le fait que vous êtes allé acheter ces ingrédients en supermarché en voiture. Vous n'avez pas compté le fait que cette voiture elle a été produite dans une usine, peut-être ailleurs qu'en France, qu'elle a été transportée du coup, que cette usine elle a été produite, etc. Vous n'avez pas compté le fait que votre steak haché, vous l'avez mis dans votre frigidaire, que ce frigidaire, pareil, il a été produit, distribué, transporté, etc. Que ce frigidaire est alimenté par de l'électricité de votre ménage, etc. Donc comme ça, on peut remonter et on peut aller chercher vraiment beaucoup d'émissions. Et ce travail peut être presque infini. Donc le scope 3, donc conceptuellement, on a défini le scope 3, mais en pratique, il va falloir préciser les frontières du scope 3. Alors une fois qu'on a défini un petit peu les contours de la comptabilité carbone, maintenant je vais vous proposer 2 approches, 2 méthodes pour appliquer ces principes-là au cas d'une organisation ou d'un projet ou d'un événement. La première méthode qu'on peut appliquer, c'est la méthode réglementaire, le BGES, bilan d'émissions de gaz à effet de serre, parfois appelé bilan carbone obligatoire. Donc le BGES, c'est une étude qui est périodique, tous les 3-4 ans, des émissions de gaz à effet de serre, et ce, de façon réglementaire. L'objectif qu'il y a derrière cette mesure publique qui a été prise en 2010, c'est d'essayer d'embarquer un maximum d'acteurs dans le fait de compter pour ensuite les inciter à réduire.
Concrètement, quels sont les acteurs concernés? Vous avez ici la liste grossière des acteurs qui sont concernés en France. Cette mesure, c'est une mesure française. Il me semble qu'on est le seul pays qui contraint les organisations à faire de la comptabilité carbone. Damien, si tu m'entends, tu peux me corriger. Donc, on a les entreprises de plus de 500 salariés, on a les services d'État, les collectivités, et puis d'autres entités publiques. Concrètement, en quoi consiste cette méthode? En termes de périmètre, le périmètre est obligatoire. Enfin, le périmètre est imposé. Il s'agit de compter toutes les émissions qui sont comprises dans le périmètre Scope 1 plus le périmètre Scope 2, et ce sur les 6 principaux gaz à effet de serre. CO2, méthane, protoxyde d'azote, et puis 3 autres qui sont moins connus. Ces émissions, on les compte sur une année complète, et on considère l'ensemble des activités, on considère les émissions générées sur l'ensemble des sites de l'entreprise qui lui appartiennent et de la flotte qui lui appartient. Donc ça, c'est le périmètre. De ce périmètre-là, on va identifier les postes sur lesquels il va falloir qu'on aille chercher les données. On va essayer de collecter les données. Peut-être qu'on va faire un jeu d'aller-retour par itération entre la collecte de données, un premier calcul, deuxième collecte, deuxième calcul, etc. Jusqu'à arriver à quelque chose qui nous convient, à un calcul final qui nous convient. De ce calcul final, on va essayer d'identifier les grandes masses, les petites masses, les grands leviers d'action, les petits leviers d'action, les leviers coûteux, les leviers non coûteux, et cerner, esquisser un plan d'action, au moins esquisser un plan d'action. Et ce qui est obligatoire, c'est d'esquisser un plan d'action. Et enfin, la dernière brique qui est obligatoire dans cette méthode, c'est de communiquer dessus, notamment en publiant le BGS sur le site de l'ADEME. Et ça, c'est public, hein, vous pouvez y aller si vous voulez. Il y a pas mal d'entreprises qui jouent le jeu. Pas mal d'entreprises qui ont fait le BGS qui jouent le jeu. Et il est aussi obligatoire de publier le plan d'action, il me semble. Mais alors, il n'y a pas vraiment de contrainte sur le contenu du plan d'action. Il peut être très esquissé comme très poussé. Je vais présenter la deuxième méthode et puis après, je vous laisserai poser vos questions. La deuxième méthode, c'est la méthode bilan carbone. Et la méthode bilan carbone, c'est plus qu'une méthode, c'est un ensemble d'outils et c'est aussi une formation à ces outils et à cette méthode. Là, l'esprit qu'il y a derrière, c'est pas nécessairement d'embarquer le plus possible d'acteurs et ce de façon contraignante, mais c'est vraiment de fournir des outils pour les aider à faire une analyse approfondie de leur levier d'action et de leur donner les clés pour construire un plan d'action qui soit efficace. Alors, qui peut accéder à cette méthode? En théorie, tout le monde. Il s'agit d'être formé. Alors, pour être formé, il faut être formé par l'Institut Formation Carbone, IFC. Et il y a 2 niveaux de formation. Le premier niveau de formation, c'est un niveau d'initiation qui va vous permettre de réaliser un bilan carbone en interne. Et le deuxième niveau, c'est un niveau de maîtrise qui va vous permettre de réaliser des bilans carbone pour d'autres, pour des clients, pour des entreprises, pour des collectivités, etc. Donc la formation, voilà, elle est obligatoire et puis elle donne accès évidemment à la licence d'utilisation. Et donc ça vous donne accès au droit d'utiliser la méthode et au droit d'utiliser les outils. En termes de méthodo, ça va être différent, enfin, globalement un peu la même chose, mais il va y avoir pas mal de spécificités qui vont changer. La première brique sur le périmètre est différente, parce que là, le périmètre va être plus exigeant, plus conséquent, plus holistique. Là, on va prendre en compte le scope 1, on va prendre en compte le scope 2, mais on va aussi prendre en compte le scope 3. On va réaliser cet inventaire-là, cet inventaire des émissions, sur un périmètre temporel au choix, donc ça va dépendre de l'objet. Si c'est une organisation qui a des activités, on va peut-être prendre le périmètre annuel. Si c'est une organisation qui organise des événements, on va peut-être prendre le périmètre d'un événement, par exemple. Le périmètre spatial, il est aussi au choix de l'organisme en question. Ça peut être un site, 2 sites, 3 sites, etc. Et pour dessiner les contours du périmètre du scope 3, on va considérer la notion de dépendance. On va considérer en fait toutes les activités desquelles, moi, en tant qu'organisation, je suis dépendant. Je vais donner un exemple qui n'est pas très intuitif mais qui va vous permettre de comprendre. Je suis un fabricant de moteurs thermiques. Je fabrique des moteurs et je veux identifier mes leviers d'action, j'ai envie d'agir, j'ai envie de réduire mes émissions. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bilan carbone. Et alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de compter les émissions qui sont générées par mon usine. Donc, je vais compter le scope 1 sur mon usine, le scope 2 sur mon usine.
Et je vais aussi compter le scope 3 sur mon usine, par exemple le déplacement des salariés, l'approvisionnement en matières premières, etc. Est-ce que je vais compter les émissions qui sont générées par le pétrole qui va être brûlé dans les moteurs que j'ai vendus? Eh bien oui, je vais compter ces émissions-là parce que s'il n'y avait pas ces émissions-là, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de pétrole, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de moteur, donc le moteur ne serait pas utilisé, ça veut dire que mon client n'aurait aucune raison d'acheter mon moteur, donc ça veut dire que je n'existerais pas. Donc, je suis dépendant du pétrole qui va être utilisé par mon client à l'amont. Je suis dépendant de l'utilisation de mon produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va compter dans notre périmètre. Une fois qu'on a défini notre périmètre, on va, pareil que pour le BGS en quelque sorte, identifier les différentes activités, c'est de les caractériser avec un premier jeu de données, procéder par itération jusqu'à arriver à un bilan qui soit satisfaisant en termes de précision. Ce bilan-là, on va être capable de le décortiquer de différentes manières avec les outils de bilan carbone. On va pouvoir le décortiquer pour identifier les grands leviers d'action. On va pouvoir aussi le mettre sous la forme d'un reporting, par exemple, pour être conforme avec le BGS. Et du coup, avec cette analyse-là, on est capable d'identifier précisément les leviers d'action, de faire des recommandations plus poussées et d'accompagner l'organisation dans la définition, la construction d'un plan d'action, d'une stratégie. En termes de pistes d'action, il y a trois différents types d'actions que je trouve intéressant de préciser ici. Il y a ce qu'on appelle les actions immédiates, qui vont être des actions qui sont, entre guillemets, facilement et rapidement faisables. Par contre, en général, ça va être des actions qui vont être à assez faible impact. Je connais des gens qui appellent ça le point gobelet, par exemple. Donc, réduire les gobelets d'une organisation, c'est bien, ça agit sur plein de choses. Par contre, en termes de carbone, en général, c'est pas du tout le poste d'émission le plus important. Mais ça a l'intérêt de pouvoir déclencher la démarche, de pouvoir communiquer, d'embarquer tout le monde. Les actions qui vont être un peu plus conséquentes, ça va être les actions qu'on appelle les actions prioritaires, qui demandent des chantiers un peu plus grands, un peu plus de planification, peut-être un peu plus d'investissement, un peu plus de temps, qui vont être réalisés sur quelques années, quelques mois, quelques années, mais qui vont permettre de réduire de façon plus significative les émissions. Là, je pense par exemple au fait de choisir de rénover ou de changer de locaux. Et enfin, le troisième niveau d'action, ça va être des actions qui sont du niveau stratégique, qui remettent en cause la raison d'être, le cœur d'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va se poser la question, comment moi, en tant qu'entreprise, je peux avoir ma place, quel va être mon rôle dans un monde bas carbone. Donc ça peut être une redéfinition complète de sa raison d'être. Et ça, pour le coup, ça va être, on va en déduire des actions qui vont être mises en place sur le beaucoup plus long terme et qui vont être peut-être beaucoup plus conséquentes en termes d'efforts. Une fois qu'on a mis en place cette stratégie, on la suit, on l'applique, etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, sur les façons de compter, sur les différentes méthodes, si vous voulez aussi vous renseigner sur la méthode bilan carbone, la formation, etc., je vous recommande de vous rapprocher de l'ABC, notamment d'aller voir sur leur site dans un premier temps. Et l'ABC, c'est l'organisme qui, en gros, s'occupe du bilan carbone, qui met à jour les outils, etc. Y a-t-il des questions? Alors, il y a d'abord une remarque de Damien et Camille qui dit qu'en 2021, donc les scopes 1, 2 et 3 vont être remplacés par deux grandes catégories directes et indirectes. Après, donc Damien qui dit que donc, pour information, une entreprise sur 3 respecte la réglementation et une collectivité sur 5. Alors après, un mot sur les normes ISO. Alors, du coup, il y en a plein. 14001 ou pas 2050, ça, je sais bien rien. Et ISO 14064. Voilà, si tu veux en parler. Et donc, vu la généralisation du bilan carbone prévu, est-ce que toutes les entreprises, tous les ans, sur tous les scopes, est-ce qu'il y aura assez de consultants bilan carbone? Et est-ce qu'il y aura assez de capacité de formation de l'IFC pour répondre à cette demande? Sur les normes ISO, moi, je ne connais pas assez bien le sujet. Ce que je sais de ça, c'est que ce sont c'est que pour avoir la norme, il faut réaliser la compta carbone et de rendre des résultats sous un certain reporting. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je sais, c'est que les outils de bilan carbone permettent évidemment de mettre en forme ce reporting-là, une fois qu'on a fait le bilan. Ensuite, sur l'évolution du métier de comptable carbone, déjà, il faut espérer que de plus en plus d'organismes le fassent.
ce qui augmenterait la demande, en effet. Je ne sais pas s'il y aura assez de comptables. J'ai l'impression, avec mon modeste prisme, qu'il y a de plus en plus de gens qui se spécialisent là-dedans. Je ne sais pas s'il y aura suffisamment si la formation sera suffisante, s'il faudra augmenter les effectifs, ça peut-être que Damien saurait plus répondre. Je sais aussi qu'il y a un nouveau service qui est en train d'émerger, qui a un bilan carbone un peu plus automatisé. Il y a un dernier élément que je voulais partager, c'est que le gros du boulot, en général, c'est de faire le premier bilan. Une fois qu'on a fait le premier bilan, on peut mettre en place des outils qui rendent l'entreprise beaucoup plus autonome et elle est moins dépendante des comptables carbone qui ont l'expertise. Une autre question, vous avez plusieurs questions. Est-ce que le bilan carbone permet de comptabiliser les émissions d'une entreprise internationale avec des sites hors de France? Si le fabricant donc ça c'est une première question. La deuxième, si le fabricant du moteur compte l'essence qui sera utilisée dans le moteur, alors le bilan de carbone de l'utilisateur du moteur est-il nul? Sinon, a-t-on un risque de double comptage? Ok. Alors, j'arrive, je note. Alors, concernant les sites à l'étranger, le bilan carbone permet de faire ça. Mais alors, le bilan carbone va utiliser en grande partie la base carbone de l'ADEME, dans laquelle il y a beaucoup de chiffres pour la France, mais il y a moins de chiffres pour d'autres pays. Il y a moins de chiffres pour la Tunisie, il y a moins de chiffres pour le Maroc. Ce qu'il va y avoir, c'est des moyennes un peu plus globales qui vont s'appliquer par exemple au monde ou à l'Europe ou à l'Afrique. Du coup, c'est possible, mais peut-être qu'on aura une plus légère précision. Après, c'est pas forcément problématique étant donné qu'on s'intéresse aux ordres de grandeur et que dans la plupart des cas, les facteurs d'émission sont quand même assez similaires d'un pays à l'autre. Donc oui, c'est possible. Après, en effet, il y a des bases de données qui commencent à émerger. Et Damien, tu pourras peut-être répondre si ces bases de données vont être intégrées dans les outils. Des bases de données qui sont pas qui s'appliquent pas forcément en France. Sur le deuxième sujet, la double compta, si moi je veux faire mon bilan carbone, je vais faire mon bilan carbone parce que je vais identifier toutes les émissions sur lesquelles je peux agir. En quelque sorte, c'est pas, dans un premier temps, c'est pas une question de responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a des choses sur lesquelles je peux agir, mais aussi mon voisin peut agir, je vais les compter. Et si mon voisin il veut aussi identifier ses leviers d'action, il va les compter. Donc il y aura un double comptage, mais on s'en fiche parce que l'objectif, c'est de réduire ses émissions. Après, si on voulait faire une consolidation de nous deux et voir quels sont nos leviers d'action à nous deux, là on ferait une consolidation et puis on enlèverait le double comptage. Je peux donner un exemple. Par exemple, si on fait un bilan carbone sur 2 sites différents et qu'il y a des échanges de matière entre les deux, il y a du fret. Alors la première approche, c'est de faire un bilan carbone pour le premier site, auquel cas on va compter les activités du premier site, dont le fret amont et le fret aval, sera compris dans le bilan carbone du premier site. On peut aussi envisager de faire le bilan carbone du deuxième site séparément, auquel cas on va compter le fret amont et le fret aval de ce deuxième site. Et du coup, il y a un fret, le fret aval du premier site et le fret amont du deuxième site, qui sera en fait le même. Si on veut faire le bilan carbone des deux, on va consolider et on va compter qu'une fois le fret entre les deux. Donc non, il n'y a pas de risque de double comptage. Enfin, il y a des risques, mais ils sont maîtrisés. Alors, as-tu fait un bilan carbone et quels freins ou résistances as-tu connu en entreprise? Quelles sont les principales difficultés? Récupérer les données, faire passer le message à la direction, autres. Et moi, j'avais aussi une question un peu sur la taille du projet pour une entreprise. Alors, je suppose que, évidemment, si tu fais une multinationale, c'est différent d'une toute petite PME, mais est-ce que tu as des indications un petit peu de l'investissement que ça représente pour une entreprise de faire ce premier bilan que tu recommandais de faire? Yes. Alors moi là, je vois 2 freins directs qui doivent revenir assez souvent. Le premier frein qui est un peu une difficulté, mais c'est pas nécessairement non, la première difficulté, on va dire, c'est que l'objectif qu'il y a derrière la réalisation du bilan carbone, c'est pas toujours un objectif sincère de réduction des émissions. Parfois, c'est un objectif de com, un objectif stratégique pour d'autres raisons, ce qui fait que la réalisation d'un bilan carbone holistique avec une approche levier d'action et non responsabilité, parfois elle est un peu mal comprise. La deuxième chose, et ça va être, je pense, dans la pratique, la plus grande difficulté, c'est de récupérer les données. En fonction de l'activité de l'entreprise, les données vont être plus ou moins faciles à exploiter, enfin récupérer d'une part.
et à exploiter d'autre part. Si l'activité a une activité si l'activité pardon, est très très spécifique, les données vont être très différentes de ce qu'on a l'habitude de croiser, peut-être un peu plus difficiles à manipuler, et peut-être aussi que les facteurs d'émission qu'on a à disposition ne vont pas toujours être très adaptés. Concernant la récupération des données, on va aussi avoir un enjeu sur comment est structurée l'entreprise si les données sont déjà structurées et disponibles. Et donc là, on peut tomber sur deux freins. Soit on peut tomber sur un frein juste d'organisation, mais on peut aussi tomber sur un frein de motivation. Il y a des données, par exemple, qu'on va devoir aller chercher chez la DSI, des données chez les ressources humaines, des données chez le service logistique, etc. Si l'un des chefs, l'un des responsables de ces services n'est pas trop emballé par la démarche, on n'en a pas grand-chose à faire, les données vont peut-être arriver difficilement ou en plus longtemps. Concernant la taille du projet, ça va dépendre du coup de ces difficultés-là. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Et grosso modo, en termes de nombre de jours de travailler pour un expert comptable, c'est de l'ordre de quelques jours, entre 5 et 20 jours dans la plupart des cas. Y a-t-il d'autres Au revoir Damien. D'autres questions? Non, j'en vois pas là. Voilà. Ok. Alors, je vous propose de finir. Alors, on va pas faire le cas exemple parce qu'on n'a pas le temps. Sur quelques exemples de quelques entreprises qui ont réalisé leur BGS et qui l'ont partagé sur le site de l'ADEME. Donc ça, c'est toujours mon exemple. Hop. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu quelles peuvent être les différences en termes de comptage, en fonction du cœur de l'entreprise, en fonction de comment on compte, et aussi, bien sûr, quels vont être les leviers d'action qui vont en découler. Premier exemple, un industriel français de l'énergie que je ne citerai pas. Vous avez ici un ordre de grandeur de l'entreprise, avec quelques chiffres macro, le total des émissions à l'année, et peut-être un peu plus parlant à ce qui va nous permettre de comparer, du moins en première approche, les différents cas, des ratios à l'euro de chiffre d'affaires et des ratios aux collaborateurs. Donc ça, c'est un premier ensemble de données. La deuxième chose qui va être intéressante, c'est de regarder la décomposition des émissions. Et tout ça, c'est disponible sur le site de l'ADEME. Vous avez ici la décomposition en différents postes. Donc, il y a 23 postes qui sont réglementés par, du coup, la réglementation des gestes. Vous retrouvez les trois scopes, vert, orange, bleu, et c'est en pourcentage. La première chose qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des NC non connus. Et donc, de là, on en déduit que très probablement, si c'est un bilan carbone qui a été réalisé, il a été réalisé de façon incomplète, vu qu'il y a des postes qui manquent. Il devrait au moins y avoir un 0. Donc, le bilan carbone est probablement incomplet. Du moins, il est conforme au BGS, vu que les scopes 1 et 2 ont été remplis. Donc là, on a une entreprise qui a fait son BGS et qui a poussé un petit peu le BGS au-delà et qui a pris en compte une partie scope 3. Si on regarde maintenant concrètement d'où viennent les émissions là, qui ont été prises en compte, on voit que le gros poste, c'est le poste ici, la consommation d'électricité. Donc on peut en déduire assez simplement que si cette entreprise elle veut réduire drastiquement ses émissions, il va falloir qu'elle mette en place des leviers d'action pour réduire sa consommation d'énergie. Alors ça peut être en revoyant ses process, en faisant évoluer son offre, je ne sais pas. Une autre façon de faire, ça serait d'agir sur, par exemple, le scope 4, enfin le poste 4, pardon, pour essayer de réduire ses émissions directes fugitives. Donc là, on peut imaginer peut-être mettre en place un plan pour réduire les émissions, un plan pour revoir la technologie, peut-être aussi un changement de technologie pour changer les gaz qui fuient, etc. On va avoir peut-être ce genre de levier d'action. Un autre exemple complètement différent, l'exemple d'une banque. Donc pareil, quelques chiffres pour quantifier l'entreprise en question, le total des émissions qui ont été comptées, et puis quelques ratios. Donc là, vous voyez qu'on est sur des ratios qui sont quand même largement différents. Un facteur 10 entre les deux ratios. Si on regarde la décomposition, on voit direct que, donc là, on a fait le BGS, on a fait un bout du scope 3, mais on n'a pas tout fait. On a pris un bout du scope 3, mais il me semble qu'on n'a pas pris en compte l'impact des flux financiers. Parce qu'on peut considérer que les flux financiers qui sont par exemple investis dans le développement de nouveaux puits de pétrole vont avoir un impact
Et cet impact-là, il n'est pas pris en compte ici. Si on regarde du coup les émissions qu'on a pris en compte, on va avoir différents leviers d'action. Par exemple, agir sur celui-là, achat de produits et services. Donc, on va essayer d'acheter moins, on va essayer d'acheter mieux. Donc, ça nous permet de réduire nos émissions. Par contre, peut-être que si on avait pris en compte le poste impact des flux financiers, on aurait un poste qui serait à 90% de l'impact de la banque. Et ce serait sur ce poste-là qu'il faudrait essayer d'agir sur le long terme pour essayer de réduire drastiquement les émissions. Donc, le fait de ne pas compter de façon holistique, ça va nous priver de certains leviers d'action qui peuvent être parfois très conséquents. Je vous passe cet exemple-là, Un dernier exemple, on revient sur l'énergie, avec ici, donc toujours quelqu'un qui a fait un petit bout de son scope 3, mais pas la totalité. En l'occurrence, il me semble que c'est un distributeur de gaz. Et ce distributeur de gaz, enfin quelqu'un qui bosse en gaz, je ne sais plus lequel c'est, et lui, il ne prend pas en compte l'usage du gaz, donc la combustion du gaz, chez le client. Et on peut deviner que ce poste-là, il serait très conséquent. Encore une fois, si on ne considère pas les émissions de façon holistique avec l'approche du bilan carbone, on va se priver de levier d'action, c'est dommage. On va résumer. On va résumer tout ça. Peut-être des questions sur ces petits exemples? Comme le temps part vite, autant que tu résumes et puis on verra peut-être un petit peu parce qu'il y a pas mal de gens qui doivent partir. Donc autant que tu résumes et puis on verra à la fin pour les questions, je pense. D'accord. Alors, enjeu d'un bilan carbone, on a vu 3 types d'enjeux un peu différents. Un engagement plutôt sincère, le fait d'anticiper les risques, les opportunités, les risques de transition, les risques physiques, etc. Le fait de communiquer, d'embarquer ses collaborateurs, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter pour essayer de réduire ensuite. Et pour compter, on va appliquer les principes de la comptabilité carbone. C'est de la comptabilité, donc des additions et des multiplications des additions, avec la notion de facteur d'émission, qui est une estimation moyenne issue des études analyses de cycle de vie. Et donc, ces facteurs d'émission, on a vu qu'ils pouvaient prendre en compte une partie du cycle de vie. Enfin, en termes de méthodo, on a vu 2 méthodologies qui sont un peu différentes, avec des briques dans la méthode qui sont quand même assez similaires. Donc, définition ou choix du périmètre, collecte, calcul, itération, fiche d'action, plan d'action, stratégie, et puis la suite, donc communication, mise en œuvre du plan d'action. On a vu 2 choses différentes, le BGS et le bilan carbone. Donc, en termes de périmètre, il y a des grosses différences. Le BGS prend en compte le scope 1 et 2 jusqu'à 2021, du moins. Et le bilan carbone essaie d'avoir une approche beaucoup plus holistique. En termes de collecte des données, ça va être à peu près les mêmes choses, même la même façon de travailler. En termes de pistes d'action, pour le BGS, on peut se contenter d'un plan d'action assez simplement esquissé et publié sur le site de l'ADEME. Pour le bilan carbone, c'est quand même l'objectif final de la méthode, c'est de réduire les émissions, donc c'est d'avoir un plan d'action qui soit sérieux et qui soit suivi. Bien, merci pour votre écoute. J'espère que ça a plu. J'espère que vous avez appris. Et puis moi, je reste avec vous si vous avez des questions, si vous voulez discuter. Et merci à Wim d'avoir organisé, évidemment. Merci beaucoup à toi, François. C'était super intéressant. J'essaie de voir, parce que là, du coup, on a tous les remerciements. Tout le monde te félicite et dit que c'était très documenté, très clair. Donc, ça a un peu noyé les questions.